Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Caroline, on est maintenant rendu au moment de l'émission où on présente ton coup de cœur littéraire et ton coup de cœur, c'est Zora, un conte cruel de Philippe Arsenault. Oui. Et j'aimerais te demander pourquoi ce roman-là, c'est un roman qui a remporté le prix Robert Clich. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu as entendu parler de ce livre-là? Oui, puis en fait, comme j'ai publié quelque chose chez VLB aussi, je voyais qu'est-ce qui sortait aussi un peu en même temps. Puis il y avait ce livre-là que je voyais un peu partout. Puis en tout cas, la couverture est très belle aussi. Je le voyais dans les librairies. Puis à un moment donné, c'est vraiment purement une question de couverture, hein, des fois. Puis bon, un conte cruel, je me disais qu'est-ce que ça peut cacher comme histoire. Puis j'ai pris ce livre-là un peu au hasard finalement. Puis vraiment, je suis tombée en bas de ma chaise. Là, je suis pas une grande amatrice de fantastique. J'adore Stephen King, mais bon, c'est à peu près là que ça se situe pour ce qui est de ce que j'aime comme fantastique ou comme horreur et tout ça. J'avais lu un livre il y a peut-être 5-6 ans, qui est un livre anglais qui s'appelle Doctor Strange et Monsieur Norrell ou quelque chose comme ça. Puis ça allait dans la magie aussi, puis j'avais adoré ça. Puis là, je me retrouvais dans cette espèce de même univers-là qui est vraiment très, très particulier, qui est très sombre, puis en même temps avec une écriture qui a l'air un peu classique, mais qui est utilisée pour décrire les pires horreurs. Moi, j'ai été complètement happée par ce livre-là. C'est pas tellement l'aspect fantastique que ce qu'on va montrer chez l'être humain. On va vraiment dans les extrêmes de bonté, puis dans les extrêmes d'horreur, puis de méchanceté. Puis en fait, ce qui est assez incroyable aussi, c'est que la méchanceté est décrite de façon très exubérante. Là. Les méchants sont contents d'être méchants. C'est vraiment... En tout cas, pour moi, c'est que ça nous surprend. On n'attend pas comment l'histoire va se dérouler aussi. C'est pas un livre convenu. Il n'y a pas d'étapes. Il n'y a pas, disons, comment écrire un bon polar, suivez telle étape. Non, c'est pas du tout ça. Donc, ça m'a vraiment surpris par plein d'aspects, puis j'ai été vraiment complètement emportée par cette histoire-là, qui est l'histoire de Zora, finalement, qui est une fillette qui a le malheur de naître dans un environnement qui est complètement dégénéré. Puis donc, on va suivre les péripéties qui vont faire qu'elle va se sortir de ça, mais est-ce qu'elle va s'en sortir vraiment? Non, c'est vraiment, en tout cas, un livre extraordinaire. Puis, c'est un tel coup de cœur que c'est rare que je me transforme en groupie, mais là, c'est qui Philippe Arsenault? Je veux avoir son courriel, je veux y écrire, je veux lui dire que j'ai halluciné en lisant son livre, je vais aller le voir au Salon du Livre, je veux qu'il me le dédicace, puis ça, c'est pas moi. Je suis une nature plutôt réservée, mais là, c'était vraiment... non, il a écrit quelque chose qui est tellement venu me chercher que je peux pas ne pas rencontrer cette personne-là pour aller lui dire, là. Mais c'est fou quand même que ce soit un premier roman. Moi, c'est ça qui m'a surpris au niveau de l'écriture. C'est vraiment très, très bien écrit. Mais je pense que ça lui a pris, je me souviens plus si c'est 7 ou 10 ans pour écrire ce livre-là. Oui, c'était vraiment un travail de très longue haleine. Donc, il me racontait qu'il avait soumis le manuscrit, mais c'est tellement un livre particulier que le manuscrit n'a pas été retenu par plusieurs maisons d'édition parce que c'est tellement... Puis en plus, c'est un genre. Bon, on va dire c'est du fantastique, c'est de la magie, tout ça. Mais pour moi, l'intérêt ne réside pas complètement là-dedans. Et bon, comme c'est un genre, c'est sûr que, bon, il y a peut-être des éditeurs qui sont plus frileux par rapport à ça. Mais donc, le manuscrit a été soumis chez VLB pour le prix Robert Clich et a été choisi finalement là, comme manuscrit. Donc, le livre a été publié. Et en tout cas, pour moi, j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment une fan. Et c'est le fun parce qu'on découvre aussi un endroit que moi, je connais très, très peu, la Finlande. Oui, c'est ça. En plus, c'est qu'on se rattache à des mythes nordiques. Ça nous fait découvrir ça. Mais vraiment, c'est d'aller gratter là, dans ce qu'il y a de pire dans l'être humain, puis dans ce qu'il y a de meilleur aussi, de cette façon-là, tellement habile, tellement à la fois exubérante et sombre. Il y a vraiment une maîtrise dans cette écriture-là, moi, que j'ai beaucoup admirée en lisant ce roman-là. Moi, je serais curieuse de demander à l'auteur s'il s'est rendu en Finlande pour écrire ce roman-là. Ah oui, je sais pas. Il a habité en Chine très longtemps. OK. Oui. Donc, je pense que ce qu'il me disait, c'était que peut-être les prochains romans étaient pour aller plus de ce côté-là. Mais non, je n'ai pas demandé s'il avait été en Finlande. Et tu avais sélectionné aussi
un petit extrait que tu voulais nous faire découvrir. Oui. Est-ce qu'on a assez... Oui. Oui, bon, oui. d'accord, j'y vais. Alors, c'est Seppo, qui est un aubergiste absolument abominable, Oui. qui se rend compte qu'une femme qui l'a hébergée un peu par hasard est enceinte. Et c'est lui qui l'a mis enceinte, mais il ne sait pas comment ça fonctionne, lui mettre les femmes enceintes. Donc, il pense seulement qu'elle veut se rendre intéressante. Alors, on est au moment où Zora, en fait, va naître. Alors, Seppo détermina donc que la jambonnette partageait avec les autres femmes ces deux caractéristiques qui rendent les fendues si insupportables, le désœuvrement et le besoin constant de se rendre intéressante. Pour qu'on s'occupe d'elle et qu'on lui accorde un peu d'importance, la jambonnette s'était elle-même pétrie un fœtus dans ses temps libres, en gardant la chose cachée. Cela, à vrai dire, laissait Seppo plutôt indifférent, preuve, s'il en était besoin, que Seppo était au fond un homme magnanime. Après tout, il lui suffirait de mettre la vilaine à la porte et son feuilleton avec elle une fois qu'elle aurait pouliné. En revanche, il ne supportait pas que l'insolente ait décidé de l'humilier devant ses clients en s'exhibant la bedaine en pleine beuverie et en faisant croire aux habitués de l'auberge qu'il était associé à la grossesse par quelque mystérieuse connexion. Voilà ce qui excitait sa colère et le poussait à la battre. Et ce tabac, d'aucuns diront, la jambonnette l'avait au fond un peu mérité, car les enfants, quand on n'en a pas besoin, quand même, quel chien-dent! Ce soir-là, la clientèle habituelle s'égayait à l'auberge. Dehors, le ciel était lambrissé de grandes traînées de miel. Les clients jouaient à la tartine, un jeu d'une singulière simplicité, voyez un peu. Les participants prennent place autour d'une table. On place un quignon de gros pain au centre et les joueurs, tour à tour, crachent en visant le quignon. On crache ainsi à tour de rôle. Le premier qui rate la cible doit manger le morceau de pain. Les clients étaient très bruyants ce soir-là. Autour de la table, des rangées de bouches tordues plantées de dents noires éjectaient des filets de salive. Un garde-feu dénommé Cal Normio, violeur et violoniste à ses heures, était debout sur une chaise et interprétait un rigodon du Nouveau Monde. Les clients qui ne prenaient pas part au jeu dansaient, buvaient, criaient, chantaient. À un moment donné, l'arsouille cracha très à côté du quignon, et l'auberge fut traversée d'une électrisante vague de joie. L'arsouille était un loustic qui passait son temps à dire à qui voulait l'entendre qu'il avait un estomac d'autruche et on n'aimait rien mieux que de se payer sa tête. Le violoniste lui-même s'arrêta de jouer pour regarder l'arsouille manger son pain, et quand le pitre, après quelques bouchées, rendit tout sur la table, les clients furent au comble du bonheur. C'est à ce moment précis qu'un grand soupir se fit entendre dans l'auberge, un soupir si profond, si désespéré, que tout le monde se tut. C'était la jambonnette qui choyait lentement de sa chaise berçante et s'affaissait sur le sol, le visage blême. Ella, la faiseuse d'ange, cria en riant « Femme angésine, femme angésine !» Elle fut la première à se précipiter auprès de la parturiente pour prendre la mesure de son état. Or, quelle ne fut pas sa surprise en allant soulever le jupon de la pauvresse de constater que l'enfant était déjà né. Une fille. La chiarde geignait déjà toute gluante dans les jupes de sa mère. Ah ben, la jambonnette a cochonné. Elle s'est affolée, on dirait bien, parce qu'on ne l'attendait pas avant 2 ou 3 semaines, le morveux. Et c'est une fille en plus. Regarde la pondeuse, et toi aussi, Seppo, le bénet. Vous voilà tous les deux pris avec une trouspette. Ah! Qu'est-ce que ça va rire dans le voisinage en apprenant ça. On rappelle le titre, Zora, un conte cruel de Philippe Arsenault. Merci Caroline. Merci beaucoup. On se retrouve dans les prochains instants avec les livres de la chronique littéraire.